c'est ça. Mesdames, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu la semaine dernière l'ADASEA 77 et le CNAEMO, nous entendons aujourd'hui l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de la santé, l'ANDAS, et l'Observatoire national de l'action sociale, l'ODAS. Nous accueillons donc aujourd'hui Marie-Agnès Ferré, donc de l'ODAS, qui est chargée d'études enfance et famille, et nous accueillons Ève Robert, directrice générale adjointe du pôle solidarité du département de Seine-Saint-Denis, et Jeanne Seban, directrice solidarité de la ville de Paris, représentant toutes les deux l'ANDAS. Et je vous remercie, mesdames, d'être présentes aujourd'hui pour répondre à nos questions. Depuis 10 ans, le nombre d'enfants suivis par l'ASE a fortement augmenté. C'est une bonne chose que l'attention sur la violence faite aux enfants soit plus forte, mais l'on voit que ça conduit à des difficultés. Première difficulté que j'identifie, faire face à l'afflux de demandes de mise sous protection. Selon le CNAP et le GEPSO, 1,2% de la population des moins de 20 ans bénéficie d'une mesure de placement. Cette dernière intervient à la suite d'une décision judiciaire dans presque 80% des cas et environ 40% des placements s'effectuent en établissement. Il y a également toutes les mesures de milieu ouvert qui connaissent, selon les territoires, des délais de mise en place importantes. De fait, nombre de décisions judiciaires ne peuvent être exécutées, faute de places disponibles. C'est intolérable, tant on sait que le temps de l'enfant est différent du temps de l'adulte et que chaque jour qui passe sans la bonne prise en charge est un jour qui détruit un peu plus l'enfant. Deuxième difficulté, le manque de structures médico-sociales pouvant prendre en charge les enfants qui en ont besoin. Selon la CNAP, 30 à 40% des enfants accueillis en ITEP ou IME sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce manque de structure obère les chances d'évolution positive des enfants. Troisième difficulté que j'identifie, les problématiques de recrutement dans une filière pourtant importante qui est l'aide sociale à l'enfance, mais aussi tous les métiers du social, qui pénalisent bien entendu tous les dispositifs de soutien et qui empêchent la vraie mise en place d'une vraie protection des enfants. Alors vos associations ou celles que vous représentez évaluent, suivent et accompagnent ces politiques, et notamment les départements qui sont chefs de file de la protection de l'enfance. Et donc dans ce cycle d'audition, nous souhaitons bien vous entendre sur vos propositions pour mettre fin notamment à ces problématiques, et si vous en avez identifié d'autres, pour nous les indiquer. Et de plus, j'aimerais moi en tout cas vous entendre sur comment enrayer cette spirale des mises sous protection, puisqu'on sait qu'on a une mise sous protection qui a augmenté de 20% en 10 ans. Peut-être plus de prévention, mais dans ce cas-là, comment fait-on ? Comment également développer les solutions tiers dignes de confiance ou accueil durable bénévole qui sont encore à leur balbutiement ? Comment améliorer cette protection de l'enfance pour qu'elle soit surtout plus homogène sur l'ensemble du territoire ? Enfin, avez-vous des idées ou des bonnes pratiques à nous soumettre pour améliorer l'aide sociale à l'enfance ? Je vais vous laisser la parole pour des propos liminaires et après nous passerons aux échanges. Qui veut commencer ? Que je suis chargée d'études enfance-famille à l'Audace à mi-temps, mais que jusqu'il y a 13 ans, j'étais directeur enfance-famille dans un département. Ça pour préciser que le travail de terrain, je l'ai pratiqué pendant des années et que je suis actuellement élue maire adjoint aux solidarités à la ville de Blois, 47 000 habitants, ce qui me permet, je pense, effectivement d'avoir une vision un peu plus large des problématiques en matière de protection de l'enfance, mais qui ont trait également au logement, et effectivement, au problème des quartiers, etc., avec des relations directes avec les habitants concernés. Dire également qu'au niveau de l'Audace, nous avons terminé cette année une recherche-action qui s'appelle prévention et je sais déjà plus, soutien éducatif et protection de l'enfance, pardon, qui a été menée avec 7 départements, une ville, autour de la prévention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que un territoire est bienveillant à l'égard des enfants et des familles, et quelles sont les politiques qui contribuent à la prévention en matière de protection de l'enfance. Alors, je ne sais pas si je déroule dès à présent ou si je laisse effectivement plutôt mes collègues se présenter, mais en tout cas, dire que cette question de la prévention, elle est absolument centrale
en matière de protection de l'enfance et que c'est probablement un des angles morts actuels de la politique en matière de protection de l'enfance. C'est-à-dire que quand on observe la façon dont la dépense se décompose, et l'Audace va bientôt publier sa lettre finance qui concerne les finances des départements, on voit effectivement les dépenses de protection, mesures éducatives en milieu ouvert et placements augmenter, alors que toutes les autres baissent. Et qu'on a également un dévoiement d'un certain nombre d'outils tels que les TISF qui ne sont plus employés pour accompagner les familles à domicile, mais pour encadrer des droits de visite d'enfants placés, ce qui est un dévoiement total de la mission des TISF. Voilà, c'est ma petite introduction. Alors, bonjour. Alors peut-être en préambule, rappeler de quelle place on s'exprime pour bien vous redire que l'ANDAS n'a pas vocation à porter la position des départements. On a l'Association des départements de France pour ça. On est bien là pour représenter les membres de l'ANDAS qui sont des directeurs qui la rejoignent à titre individuel. On n'a donc pas de vocation de représentativité d'aucune manière. Très bien. Et ça fera partie des derniers qu'on auditionne pour échanger avec eux sur les choses. Peut-être juste également, on voulait en préambule insister aussi sur l'importance des termes qu'on utilise dans ce débat. On entend beaucoup parler des manquements de l'aide sociale à l'enfance. De notre point de vue, il est important de bien toujours continuer à parler de la protection de l'enfance, qui ne se résume pas à l'aide sociale à l'enfance. Vous le savez, d'autres services départementaux y concourent. Très directement, notamment via les évaluations des informations préoccupantes. Je pense à la PMI, au service social départemental, services qui ne sont pas, eux non plus, épargnés par les difficultés de recrutement, les difficultés opérationnelles et parfois les difficultés de financement. Mais au-delà de ce premier cercle de services départementaux, d'autres services sont nécessaires à la bonne conduite de cette politique publique, aussi bien dans le champ de la santé, que, vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans le champ du médico-social. Et c'est aujourd'hui clairement un volet qui nous fait défaut, que dans le champ de l'éducation, puisque la question de la réussite scolaire des enfants placés est évidemment tout à fait épineuse. Et plus généralement, il nous semble qu'une bonne politique de protection de l'enfance, c'est une politique qui sait s'appuyer sur un écosystème qui accueille dans une logique de développement social qui soit capable de manier les dimensions de culture, de sport, d'éducation populaire, de soutien à la parentalité, qui bien souvent relèvent d'un écosystème très local, très territorial, mais qui pour autant sont indispensables à la fois à la qualité des actions de prévention et de repérage qu'on peut conduire, mais aussi à l'étayage et au soutien à la qualité de vie, à l'accompagnement des enfants une fois la mesure de protection décidée. On avait organisé notre propos en 3 parties conformément aux questions qui nous avaient été adressées. D'abord la question de l'exécution, ensuite la question de la gouvernance et puis la question de l'attractivité. Ça vous convient ? Sur la question de l'exécution des décisions de justice, auquel on ajouterait volontiers la question de l'exécution des décisions administratives en tant que telles, puisque, vous le savez, la protection de l'enfance ne se résume pas, heureusement, à des mesures décidées par le juge. Le constat qu'on fait, c'est que bien sûr, la situation est variable selon les territoires, mais sans doute le spectre de la non-exécution, enfin le prisme de la non-exécution est un petit peu réducteur. Parce qu'au-delà du exécuté, non exécuté, on fait face aujourd'hui dans tous les territoires à des difficultés qui touchent au délai d'exécution de certaines mesures, notamment dans le milieu ouvert, à des placements sur effectifs qui clairement dégradent la qualité des prises en charge. Et puis aussi, j'ajouterai une tendance des juges à contourner les mesures les plus embouteillées au profit d'autres qui sont peut-être moins adaptées à la situation individuelle du jeune ou de l'enfant, mais susceptibles de se mettre en place plus rapidement, ce qui ne va pas évidemment sans soulever des difficultés de pilotage du dispositif de protection de l'enfance. Donc peut-être pour résumer, on a plus qu'un problème de non-exécution, un problème de capacitaire dans nos prises en charge, parce que les solutions de prise en charge de toute nature se sont adaptées trop lentement ces dernières années par rapport à la progression des besoins qui, pour diverses raisons, a été extrêmement rapide.
C'est un constat qui vaut pour le placement, c'est un constat qui vaut aussi pour le milieu ouvert. Je me permets de souligner que ça vaut aussi pour les placements au titre de la PJJ, pour les accueils, vous l'avez dit, Madame la Présidente, qui concernent les enfants placés dans le champ accueillis dans le médico-social, IME, ITEP. Et puis, on en parle moins souvent, mais c'est très significatif pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et pour les enfants. Ça concerne également les structures de soins avec des délais de prise en charge dans les CMP et les structures de psychiatrie, de pédopsychiatrie publique qui sont aujourd'hui totalement déraisonnables dans un certain nombre de territoires. Ces difficultés, elles s'expliquent, bien sûr, on l'a beaucoup entendu, dans un certain nombre de territoires, par une insuffisance du financement départemental alloué à ces mesures, même si, pris globalement, les études de l'adresse montrent qu'il est en augmentation nette en moyenne nationale ces dernières années. Mais on voulait vraiment souligner aujourd'hui le fait qu'on a d'autres facteurs de rigidité dans le développement de l'offre. En tout premier lieu, les difficultés de recrutement qui touchent la totalité des territoires. Aujourd'hui, quand on arrive à décider, financer, organiser des créations de places, très souvent, elles restent lettres mortes, faute de capacité de nos opérateurs publics ou privés à recruter. Et puis plus marginalement, et notamment dans les territoires tendus, c'est un vrai problème, les difficultés immobilières et les difficultés foncières qu'on peut rencontrer, notamment lorsqu'il s'agit du développement de l'offre en établissement. On se retrouve de ce fait dans une sorte de cercle vicieux par lequel les départements sont encore trop souvent enfermés dans l'urgence. On a un contexte RH tendu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on court après l'activité qui nous est largement prescrite par le juge. Il devient de plus en plus difficile, avec les moyens RH qui sont les nôtres, de dégager du temps pour la prévention, pour le repérage. Les mesures sont donc décidées de plus en plus tard sur des situations qui sont assez dégradées, ce qui suppose des prises en charge de plus en plus lourdes et un travail sur les sorties de placement, le retour à domicile qui tend à passer au second plan et donc à aggraver encore nos difficultés de gestion de notre capacitaire, même s'il est toujours malheureux de parler en ces termes quand on parle de situation d'enfant. Donc nos propositions sur ce volet, ce serait bien sûr de travailler sur l'intensité et la diversification des prises en charge. Évidemment, on y reviendra peut-être, la question des alternatives au placement, accueil chez des tiers dignes de confiance, accueil durable et bénévole, mais aussi ce qui peut être mis en place via le délaissement parental et la mise en adoption, sont des solutions qui peuvent être tout à fait bénéfiques au parcours des enfants qui sont sous mesure ou qui seraient susceptibles de l'être. Notre capacité aussi à adapter l'intensité des prises en charge de manière fine à l'évolution des besoins du mineur. De manière très pragmatique, on estime aussi nécessaire, et plusieurs départements aujourd'hui s'y emploient, de développer des solutions d'accompagnement des temps d'attente. Lorsqu'un jeune attend ou sa famille attend de la mise en place d'une mesure, c'est un temps qui peut s'élever parfois à plusieurs mois, voire à des années dans certains cas de figure. C'est difficile de laisser les familles sans aucun point de contact. Certains départements ont développé des solutions de type équivalent de la réponse accompagnée pour tous, mais dans le champ de l'aide sociale à l'enfance. Pour vous donner un exemple, en Seine-Saint-Denis, on a développé un service d'intervention immédiate pour apporter un premier niveau d'accompagnement et de réponse aux familles dans l'attente dans la mise en place de leurs mesures d'AEMO, de manière à ce qu'on ait déjà au moins une première prise de contact, des premiers entretiens avec un psychologue, un professionnel qui veille à la situation dans l'attente de la mesure proprement dite. Et puis, notre proposition, ce serait aussi de lever les verrous aux créations de places. On reviendra sur la question de l'attractivité, mais il nous semble qu'aujourd'hui, sur le plan administratif, on a encore un cadre qui est trop contraint dans le Code de l'action sociale et des familles, avec notamment l'obligation de recourir dans de trop nombreux cas à des appels à projets qui nécessitent une énergie administrative considérable, alors même qu'on est souvent dans des situations d'urgence. Et puis, un appui probablement plus important de la part des services de l'État pour trouver des solutions foncières, des solutions immobilières, et lever les réticences qui peuvent s'exprimer chez certains élus municipaux dans la délivrance des permis de construire. Ces publics de l'aide sociale à l'enfance étant encore beaucoup trop souvent considérés comme des publics indésirables localement. Jeanne, du coup, si cela vous convient pour les deux autres points. Sur la partie gouvernance, en préparant cette audition dont
vous remercie. Ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il fallait qu'on réussisse à sortir des postures, et notamment d'une posture d'opposition entre État et département qui, en réalité, ne fonctionne pas sur le terrain, qu'on a tous dépassé. Il y a un besoin de consensus qui est ressenti par les acteurs et qui est réel, et un consensus sur le besoin de partage de ces problématiques. Il y a une nécessité d'engagement aussi qui est extrêmement forte de la part de tous les acteurs au local, avec en plus dans cette posture d'opposition entre des compétences départementales et des compétences étatiques, quelque chose, je me permets de le dire, qui est ressenti extrêmement durement par les professionnels de terrain, qui ont à la fois l'impression effectivement d'être souvent seuls sur les prises en charge, et notamment les prises en charge les plus compliquées, quand beaucoup d'autres acteurs, eux-mêmes en difficulté, se sont retirés, pour dire les choses, et en même temps d'être le mauvais objet de la prise en charge. Donc il y a vraiment quelque chose là qu'il faut qu'on arrive à retravailler, et on s'est dit en termes de propositions qu'il fallait qu'on le travaille aux deux niveaux, au niveau national et puis au niveau local de nos départements et de nos territoires. Au niveau national, il y a un sujet de travail, un objet de travail autour du GIP. C'est quelque chose, le GIP il était appelé des vœux de la plupart des acteurs, il était souhaité, et il est aujourd'hui en difficulté de mise en place. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ça doit être un lieu de co-construction de la stratégie et de l'animation du réseau. Il faut que ça puisse trouver sa place. Et pour trouver cette place-là, on s'est posé la question dans nos propositions en tant qu'ANDAS de quelle serait la présidence légitime pour animer ce réseau. Est-ce qu'il est possible qu'un département soit aussi président effectivement du GIP ou pas? Est-ce qu'il faudrait une autorité morale neutre pour animer ce consensus national, ces champs de travail au national? C'est vraiment une question qu'on souhaitait poser aujourd'hui. Et par ailleurs, côté local, on voit qu'on a pléthore d'instances. On a à la fois les CDPE et puis les comités de pilotage de nos ODPE dans chacun de nos territoires, qui à la fois sont des moments extrêmement importants parce qu'ils permettent de mettre autour de la table les acteurs locaux, tous les acteurs, donc les acteurs du soin, les acteurs de l'éducation nationale, les associations, etc. Et en même temps, qui sont un peu devenus, pardonnez-moi l'expression, mais un peu devenus des grands-messes. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui manque, c'est un moment stratégique, une instance stratégique plus resserrée, où on est sans doute capable, au bénéfice des enfants qui sont confiés, de pouvoir évoquer, y compris des questions qui vont mal, avec des acteurs qui tous ont immédiatement à faire et à travailler sur cette question-là. Donc notamment le préfet, Ève Robert, en reparlait, parce qu'on a ces thématiques d'acceptation dans certains de nos territoires, mais aussi l'ARS, l'éducation nationale évidemment, le tribunal, les conseils départementaux, la CEPAM sans doute, et pouvoir vraiment avoir une structure de gouvernance et non pas une structure de partage. Et cette structure de gouvernance locale, elle nous semble manquer aujourd'hui pour faire ce travail-là. Sur le troisième point sur lequel vous nous avez interrogé, qui est celui de l'attractivité des métiers, effectivement, aujourd'hui, il est absolument crucial. C'est un empêchement de faire que nous vivons chaque jour. Et y compris lorsqu'on parlait des placements non ou mal exécutés, c'est notre prise de risque quotidienne, y compris pénale, que nous prenons. On ne le fait jamais de gaieté de cœur ou volontairement. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du risque psychosocial de nos agents, de nos cadres, et qui les épuise aussi psychologiquement. Et là-dessus, et quand on le fait, c'est parce qu'on n'a pas réussi à déployer nos mesures, qu'on n'a pas réussi à déployer des solutions, et notamment parce qu'on ne réussit pas aujourd'hui à recruter, quand bien même on en a la volonté, quand bien même on a réussi à faire des appels à projets malgré la complexité du code, quand bien même on a réussi à trouver du foncier. On est en difficulté très forte sur l'attractivité des métiers dans des départements où nous ne souhaitons évidemment pas recourir à l'intérim de manière massive. Pour cela, il y a plusieurs leviers qui nous semblent nécessaires. Il y a évidemment le fait d'agir sur les rémunérations et les grilles pour toute la filière sociale, qui reste, comme beaucoup de filières féminines par ailleurs, majoritairement féminines, des filières moins bien rémunérées de la fonction publique.
On voulait souligner aussi le risque tout particulier de décrochage qui existe dans la fonction hospitalière, publique hospitalière. Donc pour tous nos établissements H24 de la protection de l'enfance, parce que cette fonction publique hospitalière n'est pas encore passée au RIFSEP, donc elle n'est pas encore passée en termes de codification de la fonction publique à ce nouveau régime indemnitaire, que du coup les départements n'ont pas la capacité de réellement adapter le régime indemnitaire des agents qui y travaillent, contrairement à ce que nous avons en fonction publique territoriale, et que du coup on a un vrai risque de décrochage des rémunérations et donc de l'attractivité pour des agents ou des salariés qui par ailleurs travaillent en H24 et 7 jours sur 7, donc avec une contrainte familiale qui est encore plus aiguë. Et donc on se retrouve avec des situations où parfois sur certains territoires, ils sont moins bien payés qu'en horaire de bureau, ce qui est évidemment une vraie question. Et comme on est le tout petit frère de l'hôpital public, évidemment, aujourd'hui, vu la situation de l'hôpital public, le travail de codification, le travail des textes est orienté vers l'hôpital public et n'est pas encore, à ma connaissance ou à notre connaissance, programmé pour ce qui est de l'aide sociale à l'enfance, alors que la situation est vraiment critique et qu'on a absolument besoin de retrouver des marges de manœuvre de ce point de vue-là. On s'est y compris posé la question sans la trancher parce qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, de savoir s'il fallait sortir de la fonction publique hospitalière pour ces établissements et les raccrocher à la fonction publique territoriale. Ça donnerait évidemment aux employeurs que nous sommes des possibilités indemnitaires. C'est aussi moins facile, je me permets de le dire, pour tourner en H24 qu'une fonction publique hospitalière qui est construite pour ça. Et donc, ce n'est pas une question simple, mais le besoin d'attractivité est majeur de ce point de vue-là. On a évidemment un levier sur la vision des métiers, sur le changement sur la vision des métiers et sur la formation initiale, qui nous semble devoir changer de contenu, proposer des formations nouvelles, à la fois travailler évidemment avec les IRTS, mais pas qu'avec les IRTS, et diversifier les sources de recrutement, pouvoir ouvrir des diplômes aussi dans d'autres diplômes que du travail social, en diplôme d'État par équivalence, qui permet d'avoir une véritable pluralité de métiers du soin et du prendre soin auprès de nous. C'est notamment un champ de travail qui est aujourd'hui mené par le CNPE. Avoir aussi immédiatement et tout de suite des formations plus fortes à la prise de poste, pour éviter des sortes d'allers-retours où des personnes très vite n'arrivent pas en fait, à prendre complètement poste et changent extrêmement rapidement, notamment dans un contexte où aujourd'hui la spécificité protection de l'enfance dans la formation des travailleurs sociaux est très courte en fait sur leurs 3 ans de formation, et donc où ils peuvent assez vite basculer vers de l'action sociale générale ou d'autres champs sociaux. On s'est y compris posé la question de supprimer le concours d'assistants socio-éducatifs et d'avoir un recrutement sur titre, comme l'a tenté la fonction publique hospitalière, par exemple, d'augmenter toutes les mesures qu'on peut avoir en qualité de vie au travail. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui nécessite des moyens, donc qui va jouer sur la compensation qui est celle des finances des départements, mais où effectivement, on sait bien que le nombre de situations par agent, que le fait de pouvoir expérimenter des choses, de pouvoir tester, de ne pas être que dans la réponse immédiate à l'urgence, ça participe à l'attractivité de nos métiers et à la fidélisation de nos professionnels. Donc un vrai sujet là-dessus. De la même manière, il faut qu'on retrouve des temps pour travailler la clinique institutionnelle, il faut qu'on retrouve le lien avec la formation, avec la recherche universitaire, il faut qu'on nourrisse nos pratiques quotidiennes. Et enfin, il faut évidemment que nos professionnels puissent s'appuyer sur l'universalité du droit commun. Il faut qu'ils arrêtent d'être dans cette solitude où ils doivent pallier la difficulté d'autres en permanence en étant un peu la dernière roue de secours lorsque tout le monde craque. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille sur une alliance qui soit favorable pour les professionnels. Voilà pour ces propos liminaires. Oui, je veux bien reprendre la parole pour vous dire un petit peu quels sont les constats qu'on a pu faire quand on a travaillé avec ces 7 départements et 7 villes sur la prévention. Et en fait, notre question de départ, je vous le disais, c'est qu'est-ce qui fait un écosystème favorable aux enfants et aux familles sur un territoire ? Et dans les constats qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, la prévention, elle est beaucoup mise en avant dans les schémas, elle infuse absolument toutes les actions, mais en réalité, sur le terrain,
c'est absolument pas une priorité incarnée. La priorité, c'est le traitement, et c'est le traitement le plus élevé, c'est-à-dire le placement. C'est là qu'on va mettre le maximum de moyens, c'est là, effectivement, qu'on va avoir le maximum de professionnels, et quand on a des arbitrages à faire, c'est toujours la prévention qui, effectivement, est mise de côté. Et ça, effectivement, ce qu'on en a conclu, c'est qu'effectivement, on avait aussi une différence de posture professionnelle. C'est-à-dire que dans le traitement, on est souvent dans une logique de guichet, alors que dans la prévention, on est vraiment dans une logique de projet. Et puis, finalement, le sujet central, c'est comment on réussit à travailler ensemble. Et le sujet des coopérations éducatives, parce qu'on parle de l'aide sociale à l'enfance, on parle des services du département. Mais comme vous le disiez, on n'est pas tout seul dans un département. Il y a tout un système autour qui fait qu'on réussit effectivement à trouver des réponses adaptées. Et la question, c'est comment on réussit à travailler ensemble, comment les coopérations éducatives sur le terrain, elles fonctionnent. Si chacun reste dans son couloir, effectivement, on va avoir des pertes de chance, on va avoir des parcours qui vont être extrêmement longs, tortueux, des absences de réponse. Et ce qui effectivement fonctionne, c'est quand finalement, le constat qu'on a pu faire, on a des schémas qui sont vraiment des très beaux schémas. On sent qu'il y a eu de l'énergie là-dedans. C'est comme si toute l'énergie était passée dans l'écriture du schéma et après, on se repose, on voit ce qui se passe et puis on recommence 5 ans plus tard. Je suis un peu critique, mais en tout cas, c'est... comment dire, c'est comme si le travail du schéma n'infusait pas dans la coopération entre l'ensemble des acteurs. Je parle de la justice, de l'éducation nationale, mais je parle aussi des villes. Qui connaît le mieux les enfants, en fait? Souvent, ça va être un peu les enseignants, mais les personnels de cantine, je sais plus, les animateurs, mais je pense aux maternelles, les ATSEM, voilà, excusez-moi, qui sont des professionnels qui interviennent au plus près des besoins primaires des enfants et qui souvent sont très démunis parce qu'on va faire des constats, mais on ne sait pas avec qui partager, on ne sait pas avec qui analyser, parce qu'en fait, c'est des personnels souvent avec qui on ne va jamais travailler en protection de l'enfance. On les met de côté, on les oublie un peu. Or, ce qui va se passer pendant le temps de cantine, c'est souvent très révélateur de difficultés pour les enfants. Il me revient une anecdote dans un département, ce n'était pas sur le sujet de la protection de l'enfance, mais où on a, dans un groupe de travail, des personnels de cantine qui disent nous, on a un petit problème, c'est avec les maternelles, là, sur la carafe d'eau. La carafe d'eau. Oui, on a des petits qui refusent de partager la même carafe d'eau avec des enfants qui sont des couffards. Comment ? Des petits de 4 ans qui, effectivement, ne veulent pas toucher la même carafe d'eau. Et ce n'était pas hier, c'était il y a à peu près 5 ou 6 ans. Et en fait, ils faisaient face à ça, ils faisaient le maximum pour que les choses se passent bien, mais ils n'avaient pas remonté l'information. Le directeur de l'éducation de la ville n'était pas au courant. Or, c'est des petits clignotants comme ça qui font qu'effectivement, on peut, par la suite, et avec plein d'autres indicateurs, construire des politiques publiques qui vont répondre effectivement à plus de porosité entre les communautés, à mettre en place des actions citoyennes, etc. Mais si on n'a pas ces petits clignotants qui sont pas grand-chose, juste un enfant qui dit « je ne veux pas toucher la carafe d'eau parce que mon petit camarade de 4 ans l'a touché avant moi ». Ce sont des choses qui sont excessivement importantes. C'est vraiment des signaux à bas bruit qu'on néglige souvent parce qu'effectivement, on va tout de suite vers les choses les plus lourdes et les plus visibles. Et en fait, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les coopérations, elles sont très liées aux personnes. Et comme elles sont liées aux personnes, eh bien, pardon, merci, j'ai failli faire un accident. Et du coup, les choses, elles peuvent d'un coup s'effondrer parce qu'une personne s'en va et on n'a plus effectivement ces coopérations qui existaient, ce travail ensemble qui existait. Mais aussi parce qu'avec l'éducation nationale, on n'est pas sur la même temporalité. On n'a même pas la même année. Entre l'année scolaire et l'année civile, on ne partage pas les mêmes temps. Et ça fait des informations préoccupantes qui arrivent en masse, quoi qu'en dise l'éducation nationale, au mois de juin.
avec des équipes qui vont partir en congé scolaire et des interlocuteurs qui disparaissent de la circulation. Et en fait, on va perdre à la fois de l'information, perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'on oublie souvent de dire ça coûte combien une information préoccupante, au fait ? On avait fait une étude avec mon collègue Alain Grevaux à l'époque, il y a une dizaine d'années. On allait, alors c'était il y a une dizaine d'années, on avait un coût de traitement d'une information préoccupante qui allait de 700 € à 1 500 € selon le lieu. Mais on n'avait pas une meilleure qualité selon le prix qu'on y mettait. Mais en fait, dans les organisations, on a comme ça des clignotants qu'on partage assez peu finalement. Et cette histoire du coût, moi, elle me paraît quand même assez importante. Et en tout cas, travailler avec le monde enseignant, c'est vraiment une nécessité. C'est le lieu que quasiment tous les enfants fréquentent. Et on a une observation extrêmement fine du comportement des enfants et également de l'état de la relation avec les parents. Et en fait, ces parents-là, dans les politiques de protection de l'enfance, ils sont où ? À quel endroit ils se situent ? À quel moment on travaille réellement avec eux ? Et pourquoi finalement on a des parents qui sont si peu acteurs de leur accompagnement ? Parce que quand on regarde des dossiers d'information préoccupantes, c'est des dossiers à charge. C'est-à-dire que là-dedans, moi je suis une maman, déjà maintenant je suis une grand-mère, solo. Autant vous dire qu'il y a eu des moments, probablement, ou peut-être pas des dérapages, mais en tout cas des difficultés à tenir l'ensemble de la maisonnée. Il aurait suffi effectivement d'un dérapage un peu plus important pour que, éventuellement, il y ait un signalement. Bon, c'était moi qui les traitais, ça aurait peut-être été facilement traité ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, tout le monde peut être concerné par une difficulté avec ses enfants. Et est-ce que demain, on va placer la moitié de la population enfantine? Parce que là, si on continue à augmenter, c'est ce qui va nous arriver. On va peut-être pas le voir, mais si on continue de cette façon, c'est quand même ce qui va se passer. Et du coup, pourquoi on considère toujours la situation familiale sous l'angle des difficultés et jamais sous l'angle des capacités? Qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire, ces parents-là? Sur quoi on peut s'appuyer avec eux pour qu'ils se sortent de cette situation qui est rarement totalement inextricable? Et lorsqu'elle est totalement inextricable, qu'est-ce qui fait qu'on maintienne des enfants en placement sans prendre la décision de réunir une CESEC? Je ne me souviens plus de l'ensemble des termes de cet acronyme, mais cette commission qui a été mise en place pour réfléchir au statut des enfants, on a très peu d'enfants qui sortent en adoption. Comment se fait-il? Alors qu'on sait, on a des enfants qui vont rester en placement toute leur vie d'enfant. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer d'autre? Qu'est-ce qu'on bâtit comme projet pour eux et avec eux? Au lieu de les obliger à voir leurs parents psychotiques toutes les semaines. Et en fait, on a aussi rarement dans les évaluations des analyses qui touchent aux enjeux d'émancipation des parents, c'est-à-dire de quelle façon on les accompagne. Et parfois, quand on réfléchit, je suis désolée, je reviens toujours à ce sujet du coût. Quand on réfléchit au coût du placement, si j'avais utilisé cet argent pour aider les parents là où ils sont, dans leurs difficultés de logement, dans leurs difficultés de travail, etc., est-ce que si j'avais utilisé la même somme pour accompagner ces parents à domicile, qu'est-ce que ça aurait pu changer? Peut-être pas grand-chose, mais peut-être qu'effectivement, ça aurait pu changer un peu. Et en fait, les parents qu'on interroge, des parents accompagnés en protection de l'enfance, eux, ils témoignent du déficit de confiance qu'on leur fait. Ils témoignent du manque de coordination entre professionnels. Ils disent non, mais toutes les 5 minutes, il faut que je raconte la même histoire, mais juste, ils ne peuvent pas se parler entre eux. Moi, quand ils me disent « Ah, mais non, mais c'est secret, c'est entre nous », mais moi, je les autorise à se parler entre eux. Ils peuvent. De toute façon, je sais bien qu'ils racontent des trucs sur moi. Donc, ils peuvent y aller. Ça ne me dérange pas. Et quand on dit aux professionnels, bon, vous savez que le secret professionnel, maintenant,
le secret partagé, il existe. Vous informez les parents, vous informez l'enfant, vous allez échanger entre vous, mais vous pouvez partager les informations à partir du moment où elles concernent directement l'enfant. On n'a pas besoin de savoir ce qu'elle a fait la grand-mère en 39-45. Hein. Ce n'est pas le sujet. Or, vous allez souvent trouver dans des rapports éducatifs des choses qui concernent les aïeux. Mais peu importe. Peut-être que la grand-mère, elle était prostituée. Et alors ? Et alors ? En quoi ça concerne cet enfant aujourd'hui et maintenant ? Et voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, ce qui nous paraît également important, c'est de se mettre d'accord sur c'est quoi être un parent. Et c'est quoi être un parent suffisamment correct pour éduquer son enfant. Eh bien, en fait, à aucun moment, on ne leur dit à ces parents-là. C'est-à-dire qu'on a une vision extrêmement normative et des objectifs qui sont vécus par les parents comme totalement inatteignables parce que très peu concrets. C'est-à-dire que quand on regarde des décisions de justice en particulier, on a effectivement des objectifs que vous et moi nous comprenons, mais pour des parents qui ont peut-être un vocabulaire plus limité, ça n'est pas si simple. Et souvent, voilà, eux, ils le vivent comme des objectifs inatteignables ou des objectifs qui ne sont pas énoncés clairement. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Et le faire concrètement. Et souvent aussi, et ça, ils ne le disent pas de cette façon, mais on peut l'analyser comme on est souvent dans le dire. C'est-à-dire qu'on va effectivement échanger avec eux, on va beaucoup parler, mais eux, ils sont dans le faire. Et ce qu'ils attendent, c'est qu'effectivement, on fasse avec eux. Et faire avec eux, c'est quoi ? C'est être là pour préparer un repas. C'est être là pour partager le repas avec les enfants. C'est fêter un anniversaire ensemble. Juste passer des moments ensemble. Et pas toujours, en fait, parler. C'est souvent, les personnes qui sont concernées par la protection de l'enfance sont souvent des gens qui parlent peu. Et pour qui c'est assez plombant, en fait. Parce qu'eux-mêmes sont en difficulté pour formaliser les choses et pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et souvent, ils vont le faire, mais dans des espaces annexes. Enfin, ils ne vont pas être dans l'entretien pour effectivement dire les choses. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement, on a tendance à beaucoup spécialiser les problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui va être en difficulté à l'école, etc., on va éventuellement aller chercher le CMP, un psychologue, etc. Et le CMP va nous dire, en fait, c'est des problèmes éducatifs. C'est-à-dire que là, c'est pas ma spécialité de psychologue ou de psychiatre, c'est un problème éducatif. Je ne comprends pas pourquoi on est venu me chercher. Et finalement, on va toujours chercher plus spécialisé que soi, ce qui à la fois, là aussi, pose une question de moyens. On dépense énormément d'argent dans des suivis spécialisés. Et en fait, on va compliquer les choses parce qu'on va avoir différentes strates, différents services qui ne vont pas forcément travailler entre eux. Et en fait, nous, on a une petite question subsidiaire. Les familles qui sont concernées par la protection de l'enfance sont quand même majoritairement des familles de milieux populaires, voire très populaires. Et en fait, l'accompagnement éducatif, il est très peu souvent associé à l'insertion, au logement et au budget, au travail également. Et en fait, c'est un peu une façon de maintenir un équilibre déséquilibré, mais en tout cas, de ne pas tirer les familles vers le haut, de ne pas s'intéresser à ce qui les concerne autour de l'éducation des enfants, qui est qu'une partie de leur vie, effectivement. Et quand on entend les enfants, quand on entend les enfants, eux, ils nous disent vraiment des choses extrêmement touchantes et très dures à entendre aussi sur... j'ai 12 ans, j'ai fait 5 lieux d'accueil. Pardon ? Mais tu es sûre que tu as fait 5 lieux d'accueil ? Oui, parce que je suis allée là. Bon, et effectivement, il y a un bon souvenir sur les choses. Comment on peut imaginer qu'un enfant puisse avoir un vrai projet de vie quand il est trimballé de famille en famille ou de foyer en foyer. Et
Et je crois que dans les projets qui sont élaborés pour les enfants, leur besoin de stabilité, leur méta-besoin de sécurité, il est quand même assez peu entendu. Et quand on travaille avec des équipes, nous, on trouve que la connaissance du travail de consensus autour des besoins des enfants n'est pas tellement connue. Voilà. Merci beaucoup pour ces introductions où effectivement on retrouve certains témoignages de vos collègues, mais aussi de ce qu'on a pu voir sur le terrain quand vous dites on recherche parfois sur 3 générations pour voir s'il y a un problème. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a peut-être pas nécessité. Puis c'est pas parce que des parents sont en dysfonctionnement que toute la famille l'est. Et ça, je pense que c'est un prisme qu'il va falloir faire un peu évoluer. Voilà, sur la fonction publique, très intéressant, c'est la première fois qu'on nous le remonte. Oui, mais pour le coup, j'ai vu le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, qui va un peu dans ce que vous indiquez, c'est-à-dire pas forcément être que sur les particularités de fonction publique, mais quand on est éducateur, avoir un espèce de socle commun, peu importe dans quelle fonction publique on est. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant dans les prochains mois, et je le garde en tête pour le texte qui va amener prochainement, parce que moi j'avais identifié sur le cumul pour les assistants familiaux, mais ça c'est intéressant et je vais lui remonter très rapidement cette histoire de Rifset, je l'avais pas en tête et donc voilà. Je te laisse la parole, et puis après s'il y a des questions. Concernant notre ministre Stanislas Guerini, je m'étais entretenue avec lui. Il nous avait conviés dans son ministère, donc la fonction publique. Et à ce moment-là, c'était la problématique, enfin à ce moment-là, elle perdure toujours, la problématique des crèches. Alors j'ai dit, je m'adresse à lui, parce que je le sentais ouvert. J'ai dit, c'est la fonction publique qui doit montrer l'exemple, parce qu'on sait très bien qu'il y a la fonction publique qui est, on va dire, le méga employeur, et ensuite vous avez la sphère privée. J'ai dit, il faut que ce soit la fonction publique qui montre l'exemple pour que... Alors, bon, ça, c'était dans la spécificité des crèches, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, il faut en profiter, qu'on ait un ministre qui est à l'écoute, qui sait ce que c'est qu'être parent, enfin, voilà, qui a vraiment cette fibre sociale pour avancer. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Mme Ferré. En fait... Ce que j'entends, ce que j'en retire de ce que vous dites, toutes les trois, mais la dernière à parler, c'était Madame Ferré, c'est que, en fait, l'ASE, la protection de l'enfance, soit, mais en fait, pour ces enfants et leurs familles, il manque une prise en considération, je le dis bien en considération, en amont. C'est-à-dire que quand il y a une sonnette d'alarme, sans parler d'IP, mais une sonnette d'alarme qui est déclenchée dans chaque ville, il y a un CCAS, avec des assistantes sociales. Je sais très bien, les ressources humaines manquent par rapport, comme vous dites, c'est surtout des familles que l'on retrouve en difficulté, qui sont paupérisées d'une façon ou d'une autre, et il y en a malheureusement de plus en plus. Voilà, cette prise en considération de la famille, parce que la famille, un des membres, ou même quand c'est une famille, une maman solo, ou ça arrive, des papas solo aussi, ne savent pas gérer leur budget, ne savent pas gérer leur enfant, parce que fratrie, enfin, différentes problématiques qui pourraient être déjà prises en considération. Je sais que ça, évidemment, c'est le travail d'une assistante sociale, avant que la protection de l'enfance, voilà, qu'on rentre dans la protection de l'enfance, parce que moi, j'ai ma fille qui travaille en tant qu'éducatrice spécialisée à l'ASE, du Var. Bon, c'est un territoire différent peut-être de la région parisienne, mais c'est un territoire qui est en souffrance. Les habitants de ce territoire sont en souffrance parce que la protection de l'enfance, l'ASE ne s'occupe que des familles qui sont déjà en souffrance et qui ont la justice au-dessus de leur tête. Voilà, apprendre à gérer ma fille quand elle me dit, voilà, j'ai changé de poste dans la protection de l'enfance, je m'occupe plus directement des enfants.
mais je m'occupe des enfants et de leur famille. Aussi bien d'emmener l'enfant voir monsieur le juge, ou papa en prison, ou maman ailleurs, en désintox ou quoi. Mais il y a des familles, on leur a retiré leur enfant. Les familles sont soit mono, soit une famille lambda, ont de la difficulté à garder leur enfant avec eux parce qu'ils ne savent plus, ou ils ne savent pas, ou ils n'ont jamais su gérer l'humain, leur enfant ou leurs enfants, et puis se gérer eux-mêmes. Sans parler de toutes les addictions qui viennent se greffer là-dessus. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi le travail, puisque c'est un travail social, n'est pas fait en amont. On aurait beaucoup moins on en revient au coût. C'est sûr que le coût est énormissime quand on prend en considération, en charge là, pour la protection de l'enfance, un enfant, voire une fratrie complète. Voilà. Donc il y a je pense, ce gros, enfin je pense pas, j'en suis sûre, ce gros manque de travail social en amont envers les familles. Voilà. Alors, juste avant de vous laisser répondre, on arrive un peu au bout de notre cycle, et donc j'ai des questions peut-être un tout petit peu plus précises pour avoir votre avis, pour affiner nos réflexions. Sur l'attractivité, j'ai l'impression que si aux professionnels on indique une trajectoire de taux d'encadrement à venir, même si elle est à 10 ans, ça pourrait redonner confiance. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bien entendu, pas des taux d'encadrement à 2 ans, hein, on en est bien conscient, mais qu'à un moment, on a l'impression que ça évolue quand même. Et puis sur tout ce qui est tiers indigne de confiance, j'ai rencontré des familles, souvent issues de féminicides. Donc les enfants vont plutôt bien au départ. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, les familles ne les prennent pas. Parce que difficultés financières, difficultés d'accompagnement, mais aussi, in fine, pas les mêmes droits à 18 ans pour ces enfants-là. Puisqu'un enfant de l'ASE, par exemple, peut être boursier, un enfant tiers digne de confiance, entre guillemets, pourrait ne pas l'être. Donc, j'aimerais savoir avec vous si vous pensez qu'il est important de créer un statut des familles qui accompagnent les tiers dignes de confiance, et puis voir si vous avez des idées pour développer d'autres types d'accompagnement avant que ce soit complètement déplacement. Typiquement sur la petite enfance, moi j'aurais la très petite enfance. Oui. Je réfléchis à un peu entre guillemets une obligation d'accueil en crèche pendant plusieurs heures par semaine pour voir un petit peu comment ça évolue, une obligation de socialisation. Enfin voilà, je pense qu'il y a d'autres choses qu'il faut peut-être avancer, qui est à la limite entre prévention et répression. Donc j'aimerais bien vous entendre sur tous ces points-là, et bien entendu si vous avez d'autres idées, parce que là maintenant il faut qu'on arrive à bouger les choses, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il y a plusieurs choses que vous avez dites qui évidemment font appel à des choses pour nous. La première sans doute, c'est que bien sûr, je partage tout à fait le fait que la prévention soit absolument essentielle. C'est vraiment quelque chose d'impératif, et honnêtement, je crois quand même que nombre de territoires le travail, le tentent, la PMI, on en a parlé un tout petit peu, mais évidemment un acteur important. Il se trouve que par ailleurs, je suis également directrice générale de notre CCAS, donc, mais en dehors même de ma place particulière, où effectivement par ailleurs on a ce lien-là particulier, mais très sincèrement, dans d'autres territoires où j'ai travaillé aussi, il y a vraiment ce primat-là. Il faut encore qu'on le renforce, il faut qu'on fasse attention, parce qu'effectivement, dans la crise dans laquelle on est aujourd'hui, évidemment, la protection peut prendre le pas, ne serait-ce que dans notre attention, enfin, je veux dire, dans nos urgences quotidiennes. Hein. Donc, il faut absolument réussir à garder du temps pour construire la politique de prévention, mais j'espère, je crois qu'on peut tout de même réussir à le faire. Je voulais tout de même souligner que, par contre, je suis une convaincue de la prévention, et je ne crois pas qu'elle est toujours une alternative au placement. Du tout. Je sais que vous n'avez pas dit ça, mais je me permettais de le dire parce que vraiment,
je ne suis pas sûre qu'il y ait d'équivalence entre les 50 000 € par an qu'on met dans un placement, effectivement, et quand bien même on mettrait 50 000 € par an par prise en charge sur de la prévention, bien sûr, et je sais que vous le partagez, mais parfois c'est ce qu'on entend aussi, c'est pour ça que je me permets de le dire, ça ne permettrait pas de garder un enfant en sécurité et de répondre à son besoin de métasécurité. Moi, là-dessus, un des points qui m'a beaucoup intéressé, effectivement, et ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur la commission statut de l'enfant, effectivement, ou sur cette commission tout à fait particulière, mise en place après la loi de 2016, quand on entend les enfants à ce moment-là, le souhait parfois qui est exprimé par des enfants un peu plus grands, y compris lorsqu'il n'y a pas de trajectoire d'adoption derrière, et on déconnecte bien les deux, de dire « je ne peux plus avoir cette épée de Damoclès permanente du retour en famille ou du pouvoir du parent sur moi », est quand même quelque chose que... Il se trouve que c'est la seule commission que moi j'ai présidée pendant 4 ans. Les autres étaient travaillées par d'autres personnels du travail social, est absolument passionnant, vraiment extrêmement intéressant, et je ne pensais pas, mais avant la mise en place, suite à 2016, de cette loi, que la parole puisse être aussi libérée sur ce point. Donc il y a quelque chose de vraiment très très intéressant sur ce besoin de protection qui est parfois exprimé, et ça m'a fait penser, tel que vous le relatiez aussi, à un second point qu'on n'a pas évoqué mais que je voulais tout de même vous glisser, qui est le fait ou non d'avoir une audition de l'enfant par son juge. Et donc c'est pas la même chose pour moi que le ministère d'avocat, mais effectivement on a encore des pratiques judiciaires très différentes, et avec vraiment des magistrats qui, y compris pour des enfants vraiment jeunes, vont écouter la parole de l'enfant directement et pas uniquement médiatisée par nos services, et d'autres qui, avant 13 ans, vont refuser même quand l'enfant veut les voir, en disant non, non, mais pas d'âge de discernement, on n'y va pas. Je trouve qu'il y a quelque chose autour de la parole de l'enfant, auquel vous me faisiez penser, sur son adhésion à la mesure, sur sa perception de la compréhension de la mesure, qui est vraiment absolument essentiel et qu'il faut qu'on arrive à réaffirmer de manière très forte. L'autre point que je voulais souligner, c'était sur le fait de tenir les prises en charge et de ces ruptures de lieux d'accueil qui, effectivement, sont une réalité. On a quelque chose qui a radicalement changé là depuis 2020 sur les territoires que je connais, en tout cas sur l'âge du placement. C'est-à-dire qu'on a un rajeunissement qui est extrêmement important. Ça va peut-être changer aussi des choses de ce point de vue-là, parce que le constat que nous faisions, par exemple, sur le territoire sur lequel je travaille aujourd'hui, où on a fait une étude complète de cohorte sur les enfants qui avaient 12 ans et qui étaient pris en charge en protection, puisque c'était l'âge moyen d'entrée. 12 ans, c'est déjà très, 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 très tard. Et notamment quand on a un parcours antérieur en prévention, parfois en mesure de protection au domicile, très long. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on challenge très fortement les prises en charge quand on est un jeune adolescent, et avec des difficultés qui sont fortes, un besoin d'étayage, et on revient sur le besoin de formation de clinique institutionnelle, etc., qui est absolument essentiel, de supervision des acteurs pour réussir à faire face à ces crises normales aussi, parce que ces enfants sont aussi placés à partir d'un besoin, et c'est normal qu'ils expriment leurs difficultés, c'est sûr. Et puis un enjeu aussi sur ce changement de génération de nos professionnels qui de plus en plus considèrent aussi, c'est le cas par exemple de certaines familles d'accueil, cela comme un métier, et juste un métier. Voilà. Ce qui est une vraie question, parce que le lien d'attachement de l'enfant, lui, il excède totalement le métier. Et effectivement, la rupture vécue, qui est parfois perçue par la famille d'accueil comme impératif du type, là, j'engage beaucoup plus que ma force de travail, donc c'est pas possible pour moi, il faut le reprendre. Voilà, c'est ce qui nous arrive au quotidien, et quelque chose qu'il faut qu'on travaille, qu'on étaye, et puis aussi qu'on conscientise sur le fait qu'en professionnalisant ce métier, je ne dis pas que c'était une erreur, mais on a aussi créé cette attente-là
de pouvoir avoir, qui des week-ends de soufflage, etc., qui parfois sont contradictoires avec le besoin de métasécurité de l'enfant. Voilà, vraiment. Et enfin, sur votre dernière question sur la trajectoire et les taux d'encadrement, je pense que la position de l'ANDAS, je ne sais pas si elle est consensuelle, et notamment si ça sera la même que Départements de France quand vous les entendrez. Je crois que de notre côté, et Ève le complétera ou infirmera si ça n'est pas si fort que je ressens, il nous semble qu'aujourd'hui, ça fait partie de la qualité de vie au travail. Et donc, il faut le travailler en même temps que l'attractivité pour ne pas nous mettre encore plus dans une situation d'injonction impossible. Mais oui, bien sûr que ça n'est pas imaginable que le même enfant qui est en périscolaire avec un taux d'encadrement normé de midi à 13h30 à l'école rentre le soir sans taux d'encadrement parce qu'il n'y en a pas et avec des pratiques extrêmement différentes. C'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse travailler. Et enfin, sur Au-delà de ça, quand je vois une assistante maternelle, on lui dit 3 enfants crèches, maximum, pouponnière 6. Tout à fait. À un moment, et crèche 5. Tout à fait. Et je ne parle pas des temps de nuit. Bien, je ne parle pas des temps de nuit et du fait que, pour nous deux, qui encadrons d'autres champs médico-sociaux, je veux dire, c'est depuis 1972 dans les EHPAD que les temps de nuit sont normés. Dans le champ du handicap, c'est normé. Ça n'est pas normé dans le champ de la protection de l'enfance. Effectivement, c'est un vrai point. Sur la question des féminicides que vous posiez, et des TDC. Mais je trouvais intéressant ce que vous disiez sur les féminicides parce qu'en l'occurrence, donc on a fait un gros travail suite à la Seine-Saint-Denis justement, puisque nous avons partagé en décalé le même procureur François Molins qui est extrêmement engagé sur cette question. Et donc on a fait un protocole sur les meurtres intrafamiliaux. Puisqu'on voulait aussi travailler des situations de meurtre d'enfants au sein d'une fratrie qui nous semblait tout aussi traumatique, et donc pas seulement de meurtre de la mère. C'est aujourd'hui, mais alors pour le coup, le territoire parisien est peut-être un petit peu spécifique. Ce que vous indiquez n'est pas notre constat, c'est-à-dire qu'au contraire, ce qu'on trouve très intéressant, c'est que dans cette évaluation des ressources familiales, y compris lorsqu'on est donc vraiment dans un psychotrauma massif, juste après un féminicide, au contraire, de notre côté, majorité des situations sont effectivement prises en charge en famille, dans leur famille, après évaluation des ressources. Donc avec des étayages qui sont forts, voilà, mais effectivement, on n'a pas eu le type de réaction que vous mentionnez. Sur le statut des tiers dignes de confiance, c'est vraiment un sujet qui nous semble extrêmement important, comme les accueils durables et bénévoles, avec là aussi, effectivement, le fait de ne pas être uniquement sur un versement d'allocation, pour dire les choses, mais une vraie mise en référence, un vrai appui sur la durée, sur la manière dont ça peut être travaillé, y compris sur des situations où parfois c'est effectivement des membres de la fratrie qui vont être nommés TDC pour des enfants plus jeunes, et donc ouvrir l'étayage, et c'est là qu'on voit tout le lien avec l'action sociale générale, les CCAS, etc., pour accompagner sur la durée, y compris après le retrait de la protection éventuellement ou la fin d'une mesure. Voilà. Et enfin, sur la question de l'accueil en crèche, pour moi, c'est totalement l'écosystème de droit commun que vous mentionniez. Je suis effectivement, à titre personnel, absolument persuadée qu'avec, en prenant en compte le besoin de l'enfant, évidemment, pas forcément sur des temps pleins, etc., mais c'est quelque chose d'absolument extrêmement intéressant de ne pas être dans un huis clos permanent qui est celui de la protection, y compris peut-être que ça peut participer à avoir des familles d'accueil qui travaillent, qui, même si elles ne travaillent pas et qu'elles ne sont que familles d'accueil, ont un accueil en crèche pour des bébés, ce qui permet aussi par ailleurs évidemment de souffler, notamment lorsqu'on a des bébés jeunes, et donc un enjeu sur la nuit, où effectivement on sait tous à quel point ça peut être éreintant dans les premiers mois. Quelques compléments sur les 3 questions. Sur les tiers dignes de confiance, on a effectivement, à mon sens aujourd'hui, des fragilités sur le statut. Par exemple, nous, on a fait le constat il y a quelques années qu'on avait des indemnités d'entretien qui étaient
nettement moins importante pour les tiers dignes de confiance que pour les enfants confiés chez des assistantes familiales, ce qui en soi révèle un présupposé institutionnel qui me semble extrêmement délétère. On a besoin de moins les indemniser parce que ce sont des gens de leur famille, alors même que l'indemnité d'entretien, elle est là pour compenser des dépenses qui sont celles de la vie courante de l'enfant. On a depuis aligné ces deux régimes, mais on voit bien que quand même on part de loin sur cette question-là. Au-delà de ça, il me semble que, évidemment, comme l'a dit Jeanne Seban, on a un vrai sujet d'accompagnement de ces familles. On a de plus en plus de départements, c'est le cas en Seine-Saint-Denis, qui mettent en place des services spécialisés pour l'accompagnement des tiers dignes de confiance. Moi, mon sentiment, c'est que c'est pas exactement le même travail en termes de référence éducative que d'accompagner un jeune qui est dans un lieu d'accueil ou chez une assistante familiale. Ça pose des questions un petit peu différentes en termes de droit, de statut juridique, d'autorité parentale. Au-delà de ça, c'est des questions aussi en termes de posture et de pratique qui sont un petit peu différentes. Quand l'enfant est confié à ses grands-parents, comment on organise le droit de visite des parents qui se sont vus encadrer leur droit de visite par le juge, alors même que l'enfant est placé chez les grands-parents qui ont donc évidemment un lien privilégié avec les parents. Enfin, toutes ces questions-là qui ne sont pas forcément extrêmement courantes pour les éducateurs spécialisés. Et donc, nous, ça nous semble vraiment relever d'une prise en charge un petit peu spécifique. Et c'est des mesures qui, à mon sens, sont indispensables pour donner confiance aussi. Et donner confiance aux juges des enfants dans cet accueil chez les tiers dignes de confiance. On a encore aujourd'hui trop souvent, en tout cas nous, on a une pratique très systématique de la mesure d'AEMO pour des enfants qui sont accueillis chez des tiers dignes de confiance, ce qui me semble renvoyer un signal de défiance envers les familles tiers dignes de confiance en question extrêmement préoccupant. Et qui témoigne aussi sans doute de l'insuffisance de l'évaluation apportée en amont au juge pour fonder sa décision, probablement, mais néanmoins qui est probablement trop coûteux pour les finances publiques. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se permettre d'avoir des doubles mesures comme ça pour ces enfants, en tout cas des doubles prises en charge, des doubles dispositifs. Et ça crée une suspicion de départ qui n'est pas favorable à la prise de confiance aussi du tiers digne de confiance. Sur la question des taux d'encadrement, je confirme évidemment ce que vient de dire ma collègue. Oui, sans doute, et a fortiori dans le contexte de changement de rapport au travail des jeunes générations, on a un rajeunissement quand même extrêmement rapide, extrêmement net de la profession d'éducateur spécialisé, en même temps qu'elle se féminise, ce qui, du point de vue sociologique, est rarement un bon signe d'ailleurs. On voit bien que probablement c'est quelque chose qui permettrait de redonner confiance dans la qualité des prises en charge, une confiance des partenaires, des institutions, des éducateurs spécialisés. Les vigilances, évidemment, vous vous en doutez, elles sont de deux ordres. Évidemment, il faut que ça puisse s'accompagner d'une trajectoire de formation, de recrutement qui nous permettent de les garantir, faute de quoi une mise en œuvre trop rapide ou sans moyens dédiés ferait peser un risque de fermeture de certaines structures si ces normes étaient opposables. Et puis, je me permets de souligner qu'il y a quand même un sujet financier. Nous, on avait fait, sur la base du projet de décret de la DGCS, une évaluation des coûts à charge du département. On était au-dessus de 12 millions d'euros, en dessous de 15, je ne sais plus le chiffre exact. C'est des sommes pour un département comme le nôtre qui pourtant ne ménage pas à la dépense quand il s'agit de l'aide sociale à l'enfance, qui sont considérables, qu'on serait ravis de pouvoir concéder parce qu'on pense que l'enjeu le mérite. Pour autant, aujourd'hui, nos finances, comme celles de beaucoup de départements, sont extrêmement volatiles, fragiles. Et je me permets de souligner que ça pose quand même des questions de fond et de principe, que la qualité d'accompagnement et de prise en charge d'un enfant placé dépendent de l'évolution des prix de l'immobilier sur un territoire donné. C'est quelque chose qui, moi, intellectuellement, ne cesse de me laisser assez stupéfaite. Et puis peut-être sur la troisième question, qui est la question des autres dispositifs de prévention et de la prise en charge en amont. Moi, je serais plus nuancée que le portrait qui a pu être fait par notre collègue de l'Audace. On a, comme l'a dit Jeanne Seban, quand même des vrais efforts qui sont faits. Sur la prévention, nous, on a choisi de dédier des postes d'éducateurs spécialisés uniquement à la prévention, dans toutes nos circonscriptions d'aide sociale à l'enfance. On anime des réunions qui sont en amont de l'évaluation d'IP, qui doivent permettre à tous les professionnels de l'éducatif, du périscolaire,
de venir déposer des situations qui les inquiètent et de les orienter vers des solutions de type structure de prévention, prévention spécialisée, AED, crèche et accompagnement social par la polyvalence de secteur. Évidemment, ce travail-là, il est rendu compliqué par le turnover des professionnels dans chacun de ces dispositifs, qui fait que, au-delà du fait que ces relations de partenariat sont quand même, il me semble, un petit peu intrinsèquement interpersonnelles, c'est un rocher décisif. Il faut toujours recommencer ce travail si on ne veut pas qu'il se perde. Par ailleurs, il se heurte à la faiblesse de certains moyens de droit commun. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais les faiblesses de la prise en charge médico-sociale, de la pédopsychiatrie et des moyens de droit commun de la branche famille, je pense au TISF de la CAF, etc., fragilisent quand même les options, les possibilités qu'on peut proposer aux familles. Et puis, s'agissant d'accompagner les familles en amont par du travail social, je partage complètement ce constat. On a néanmoins des familles qui sont, je crois, de plus en plus, je manque peut-être de recul pour dire ça, défiantes des institutions, défiantes de l'accompagnement social qui peut leur être proposé par la polyvalence de secteur. Je crois que c'est encore plus le cas des familles qui sont inquiètes parce qu'elles sentent qu'elles sont confrontées à des difficultés dans leur parentalité. On a encore le préjugé de l'assistante sociale qui place les enfants. Évidemment, la polyvalence de secteur aujourd'hui, au-delà du fait qu'elle est elle-même relativement en crise, comme l'ont montré les travaux du Haut Conseil du travail social récemment, elle ne travaille que sur la base de l'adhésion des familles qui viennent bien déposer et raconter ce qu'elles veulent, et c'est normal, et on doit accepter ça et travailler avec ça. Mais on est sur un cadre de non-mandat et de libre adhésion qui, parfois, au-delà du fait qu'on ne repère sans doute pas les situations toujours à temps, fragilise quand même cette capacité à travailler avec les familles. Sur la question des places en crèche, évidemment, moi, ça me semblerait indispensable. On voit bien que la branche famille a beaucoup travaillé sur les crèches à VIP, avec une orientation très forte autour des familles en besoin d'insertion professionnelle. Trouver une place en crèche pour pouvoir reprendre un emploi. Ce qui est une vision un peu étroite, en réalité, des publics pour lesquels on devrait organiser un accès prioritaire exactement. On a, nous, en Seine-Saint-Denis, la chance d'être aussi gestionnaire de crèches départementales. On a réservé 1/3 de nos places pour des familles en situation de fragilité repérées par la PMI et le service social. Mais on est dans une situation assez unique de ce point de vue, puisqu'il n'y a que 3 départements, à ma connaissance, qui ont la possibilité d'avoir ces crèches publiques départementales. Et sans doute qu'un élargissement du dispositif à VIP serait une option intéressante. Il me semble que d'autres structures peuvent néanmoins concourir à ces prises en charge en amont, en prévention. Les structures d'accueil de jour, services d'accueil de jour, par exemple, qui proposent de l'accompagnement en journée, sur des temps très informels, en amont de toute mesure, pour des familles. C'est des lieux où elles peuvent tout simplement venir, préparer des repas, jouer avec leurs enfants et discuter avec des professionnels dans un cadre qui repose sur la libre adhésion et qui est donc souvent moins humiliant pour elles. Et puis qu'une prise en charge décidée par le juge. Et puis les relais parentaux aussi, qui peuvent être des structures qui permettent à des familles de souffler et qui permettent aussi de reconnaître le fait que la parentalité, vous l'avez dit, madame, n'est pas toujours un long fleuve tranquille et qu'il peut arriver qu'on craque sans qu'on soit pour autant forcément susceptible de faire l'objet d'un placement. Toutes ces structures-là, aujourd'hui, elles existent. On a des modèles probants. Elles mériteraient probablement d'être démultipliées et en tout cas de gagner une couverture territoriale un peu plus homogène. Alors, sur les TDC, l'accueil durable et bénévole, à l'Audace, on s'est beaucoup intéressé à cette question. On a organisé un colloque le 22 novembre sur cette question et on a pu voir à quel point ça suscitait de l'intérêt pour les départements qui sont de plus en plus nombreux à mettre en place aussi des équipes qui accompagnent spécifiquement les tiers dignes de confiance. Ça n'est pas une mesure d'aide éducative, hein, c'est un accompagnement au long cours. Parce que, en fait, ce qui est assez compliqué aussi, c'est la relation avec la famille, avec les autres membres de la famille. Hein. Souvent, si je suis le grand-parent, il faut que je gère les autres grands-parents, la relation de l'enfant que j'ai à la maison avec
tout le reste. Hein. Et c'est pas si simple. Et il y a un seul service qui le faisait jusqu'à présent, c'était l'association Rétis en Haute-Savoie, avec Mohamed Lousni, que généralement tout le monde connaît. Effectivement, nous, on avait été... particulièrement interpellés par cette question parce que dans un département, dans un groupe de parents, on voit arriver un monsieur très, pas du tout conforme à l'image qu'on a des parents d'enfants placés, d'accord, et en plus accompagné de 5 petits blondinets habillés très chic. Enfin, voilà. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Et puis, il est bien jeune, ce monsieur, pour avoir autant d'enfants. Mais en fait, non, il était juste tiers digne de confiance de 8 enfants. Alors que lui-même n'en avait pas, dans une situation très atypique où effectivement il a pris en charge, après un accident de la circulation, les 8 enfants de sa sœur. Voilà, comme vous dites, waouh, ça nous a tellement interpellés et il nous a dit des choses tellement intéressantes, on s'est dit non mais là, c'est pas possible. La situation dans laquelle il se retrouve, lui, en plus à cheval sur 2 départements. Lui, il habite dans un département, mais les enfants sont originaires d'un autre. Donc, comment on gère ça? Les relations avec les services de l'aide sociale à l'enfance, les transports, les trucs, les machins. Et puis, sur le plan matériel. Et en fait, où il dit simplement, j'avais la plus grande maison. Puisqu'on voulait faire des chambres d'hôtes. Bon, là, on a des hôtes, ça, c'est sûr. Mais... Et en fait, on est vraiment parti de cette histoire qui nous a beaucoup touchés, émus, et où on s'est dit, quand on a comme ça des gens qui peuvent témoigner à la fois de leur épuisement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on craque, il y a des moments où bon, d'ailleurs, ce monsieur avait arrêté de travailler. Il a dit, il accompagnait des personnes âgées dans une maison de retraite. Il dit, j'ai tenu un peu, puis j'ai craqué, en fait. J'ai craqué parce que j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus tout prendre en charge. Et tant préciser que sur les 8, il y avait 2 tout petits, dont un bébé, je ne sais plus, de 6 mois. Enfin, le genre de choses, quand ça vous tombe sur les épaules, vous dites, on ne peut pas, en fait. Ce n'est pas possible. Et puis, quand on réfléchit soi-même, on en a entendu des histoires comme ça, soit dans nos propres familles, soit dans les familles qui nous entourent. Et en fait, c'est toujours possible si on est bien entouré. Et c'est ça la clé. C'est cet écosystème qui va nous aider. La voisine qui va venir de temps en temps garder les enfants parce qu'on a besoin de marcher pendant 1 heure et qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y en a toujours un qui est... C'est ça, les petits canetons là, qui sont derrière. Et en fait, voilà, on a organisé ça et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de départements qui vraiment travaillaient de façon très poussée cette question et qui, de plus en plus, favorisaient quand même cette réflexion autour de cet enfant qui ne peut pas rester avec ses parents ou avec son parent. Par qui peut-il être pris en charge dans son entourage immédiat ? Et franchement, moi qui ai arrêté de travailler sur le terrain depuis 13 ans maintenant, c'était compliqué d'emmener les équipes sur cette réflexion-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé une étape et ça commence à être vraiment quelque chose qu'on envisage de façon assez importante. Et n'oublions pas l'accueil durable et bénévole, parce que ça me permet, moi, de faire le lien avec... on parle beaucoup du magistrat, mais en fait, ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'on ait toujours 80% des décisions qui soient judiciaires. Quel est ce pays qui s'interdit à ce point, en fait, de prendre les décisions en commun avec la famille ? Ils ne sont pas fous, les gens. Hein. Ils savent très bien que s'ils refusent l'accueil provisoire de leur enfant, ça va se terminer chez le magistrat. Comment peut-on expliquer qu'en Belgique, on a été capable de faire cette révolution avec le conseiller jeunesse, mais qui a une véritable légitimité et autorité administrative? Comment se fait-il que nous soyons dans la capacité de le faire? Et peut-être qu'on peut s'interroger également sur, finalement, dans les départements français, qui incarne cette autorité administrative? Qui l'incarne? Parce que tous les départements donnent des noms différents à leurs cadres qui exercent cette responsabilité. Et on a des postures qui peuvent être des postures assez peu autoritaires, alors que quand on fait appel à l'autorité du magistrat, tout le monde a une autorité. Et l'autorité administrative n'a pas moins de valeur
que l'autorité judiciaire. Et ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Les départements sont chefs de file de la protection de l'enfance et en capacité d'exercer cette autorité administrative. Encore faut-il qu'ils en prennent la pleine mesure et qu'ils l'exercent de façon incarnée. Mais je pense que c'est quand même important de dire, et c'est très choquant d'ailleurs que depuis une dizaine d'années, on ait en plus augmenté que la proportion de la judiciarisation soit encore plus importante. Enfin, on a quelque chose, alors qu'on était quand même parti sur la subsidiarité, qui était vraiment un principe de la loi de 2007, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis Bon, voilà, ça c'est quand même un sujet, et il me semble que les magistrats ne devraient pas se saisir d'un grand nombre de situations et s'intéresser un peu plus au pénal à traiter un peu rapidement. C'est dit, et puis moi je suis extrêmement choquée également de lire, quand on fait des études documentaires, donc on ouvre des dossiers, de lire des décisions judiciaires qui font 8 pages. C'est pas possible. Le magistrat n'est pas un éducateur. Le magistrat est un magistrat. Il prend des décisions au vu d'un rapport éducatif, mais il n'a pas à reprendre tout ce qu'ont écrit les services de l'aide sociale à l'enfance, les services de placement. Il prend une décision au vu d'un rapport éducatif et il le fait clairement, sans rentrer dans des considérations qui font que les parents ils disent qu'est-ce que j'y comprends moi ? Rien. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Ça, c'est dit aussi. Bon, sur les taux d'encadrement, moi, je ne peux pas avoir de religion sur le sujet. C'est vraiment les praticiens de département qui peuvent le faire, mais effectivement, le coût, moi, j'entends effectivement que ça peut mettre des départements en grande difficulté, et je partage totalement l'analyse sur effectivement les droits de mutation qui viennent financer la protection de l'enfance. Bon, c'est quand même très, très ennuyeux. Mais effectivement, ce qui est choquant, c'est que ce soit le seul domaine dans lequel on n'en est pas. Et effectivement, cette différence entre la pouponnière et la crèche, alors là, c'est ubuesque. Enfin, alors qu'on est des enfants, on est sur des enfants à besoins spécifiques. Après, sur effectivement la façon dont les communes peuvent prendre leur part, ça me semble extrêmement important. C'est les centres sociaux. De quelle façon, en fait, on accueille et on accompagne des familles en difficulté sans les stigmatiser. Et c'est fort. Enfin, c'est vraiment pas en ouvrant des ateliers parentalité, par exemple. Vous mettez le mot parentalité, vous faites fuir tout le monde, sauf nous. Nous, on va y aller parce que effectivement, nous, vous nous faites un truc sur la crise de l'adolescence, on se dit ah ouais, ça va être bien, on va y aller. Mais les familles qui sont en grande difficulté, vous les verrez pas. Elles seront pas là parce qu'effectivement, il faut les attraper différemment. Et je pense à ce qui se passe, c'est dans le canton de Fribourg, en Suisse, des équipes éducatives qui n'ont pas de bureau. Eux, ce qu'ils font, c'est que de l'aller vers. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais écrit quelque chose sur ce qu'ils font, ils m'avaient expliqué qu'ils étaient dans les consultations des pédiatres, ils étaient dans des lieux que fréquentent les familles, à l'école, au moment de la rentrée ou au moment du goûter. Et ils ne sont pas là pour dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça », mais juste dire « c'est pas facile d'être parent, vous voulez qu'on en parle ?» C'est pas évident de suivre les devoirs à l'école. Non, ça c'est vrai. J'ai passé des mauvais moments moi aussi. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qu'on traverse tous et sur lesquelles on peut en fait tirer des fils très simplement et de façon très respectueuse. Et au moment où effectivement on a eu ces entretiens, ils mettaient en place des installations dans les supermarchés. Ils étaient partis de l'observation d'une maman qui disait « Ah bah il y a bien un lieu où on va tous, c'est faire les courses. » Mais évidemment. Et évidemment. Et donc, installer 2 tables, un pot de café, des petits gâteaux, un petit panneau où on dit après on fait des phrases, mais pas facile d'être parent aujourd'hui. Où on met ce qu'on veut, mais dans l'aller vers, et sur le plan politique, on le fait aussi, les marchés, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend comme chose uniquement en faisant du porte-à-porte et ça, en travail social, c'est des choses qu'on oublie un petit peu. On va
Pas partout, hein, mais il y a quand même des lieux où... On l'oublie pas forcément parce que bon, pour être entre guillemets dame PMI, le aller vers, il faut en avoir les ressources humaines. Et on sait très bien que dans la PMI comme dans la protection de l'enfance et dans d'autres politiques publiques qui sont aux mains du département, voilà, il y a vraiment ce besoin de ressources humaines. Donc, encore une fois, on en revient... Comment attirer de nouvelles personnes. Donc, évidemment, on en revient à la formation. Il faut peut-être sûrement transformer la formation, et pas que. Il faut rendre ces métiers c'est des beaux métiers. Hein, les métiers du médico-social, c'est des très beaux métiers. Ça, tout le monde en est persuadé. Mais encore faut-il... cette énergie qui est mise par nos professionnels et nos professionnels de ces métiers-là, ils ne sont pas calculables parce que souvent, moi, quand j'ai fait mon rapport PMI, je demandais, je regardais les professionnels qui me recevaient dans leur PMI, je leur dis, et vous, comment vous allez? Je savais très bien la réponse qu'elles allaient me faire. Et elles me disent, c'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'on nous pose la question. Oui, parce que pour bien s'occuper de nos enfants, hein, je dis nos enfants, je le dis exprès, tous nos enfants, PMI, et puis ensuite, il faut être bien dans sa tête, il faut aller au travail avec la banane, et puis donc il faut les considérer, ces métiers-là, dans tous les plans. Voilà, c'est tout ce que j'avais aussi à dire. Ce qui est terrible quand je vous entends, c'est que on a su faire des choses pendant le Covid qu'on n'a pas pérennisées. Aller dans les supermarchés, on y a été, on n'a pas pérennisé. On discutait la semaine dernière avec les acteurs du milieu ouvert et disaient, on appelait juste pour prendre des nouvelles des familles, pas pour aller les voir. Et en fait, c'était pas en jugement, comme vous disiez tout à l'heure, juste on prenait des nouvelles et ça discutait juste comme ça. Et en fait, les familles ont apprécié. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a vu que ça a marché et qu'on a un peu perdu. Donc, ce qui peut être intéressant, vous qui êtes aux manettes, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas pu pérenniser ce système-là. Non. Pardon. Vous parliez... il y a un deuxième lieu où les familles vont, c'est aussi l'école, hein, effectivement. Et donc, Ève Robert disait tout à l'heure qu'il y avait 3 départements qui avaient des crèches départementales et qui, du coup, avaient ce levier-là. De mémoire, il y a 13 villes qui ont le service social en faveur des élèves. Dont Paris. Et effectivement, c'est un formidable levier, mais vraiment formidable levier de prévention, et vraiment de prévention, puisque pour le coup, on s'occupe au sein de 125 000 enfants, par exemple, à Paris. C'est tous les enfants qui sont scolarisés en maternelle et en élémentaire. Et dans les réflexions qu'on a pu entendre sur une départementalisation de ces services, de services sociaux en faveur des élèves. C'est là qu'il faudra être extrêmement attentif sur la compensation financière, parce qu'aujourd'hui, on transférerait surtout une difficulté, c'est-à-dire et une vacance, très très importante d'action que certains territoires seraient en incapacité de reprendre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors peut-être par rapport à ce que vous disiez, on a beaucoup travaillé sur ces questions d'aller vers dans beaucoup de départements. Mais si je prends l'exemple parisien où on a fait ce que vous venez de dire, alors, les supermarchés, on a fait aussi les appels, on continue encore à tester les appels aux personnes vulnérables, etc. Très sincèrement, on a fait le pied d'immeuble, on a fait plein de choses. On a des équipes effectivement qui tournent de cette manière-là. C'est pas du tout ce qui accroche le plus, en vrai de vrai. Et y compris les familles nous trouvent assez intrusifs, notamment quand on appelle chez eux, en dehors de la période du Covid où effectivement c'était autre chose. Les lieux de travail qui pour nous marchent le mieux, c'est effectivement autour de l'école, autour de la crèche, autour du centre de loisirs. Parce que quand je dis l'école, je ne parle pas du temps scolaire. Parce qu'effectivement, il y a un rôle du périscolaire et de l'extrascolaire pendant les vacances qui est absolument majeur, et où en plus on a le temps de discuter, on a le temps de croiser un peu plus, de parler de ce qu'on a observé aussi ensemble
autour de ce qu'exprime l'enfant, etc. Et là, il y a quelque chose, il y a vraiment un levier qui marche très, très bien. Et puis, tous les centres sociaux, pour nous, qui sont là aussi des lieux où on arrive vraiment à accrocher la parole, y compris sur d'autres choses, comme vous le disiez tout à l'heure très bien, c'est-à-dire sur un atelier cuisine, sur l'apprentissage de la pratique du vélo pour les mamans, sur complètement autre chose. Et d'ailleurs, c'est pas un prétexte, c'est-à-dire qu'effectivement, il se joue là des choses qui nous suffisent, c'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas un piège, c'est qu'elles nous suffisent à travailler avec elles et c'est formidable. L'atelier cuisine, mais c'est exceptionnel. Ponto-Combo, 40 000 habitants, Seine-et-Marne, c'est ma plus grande... Bah oui, quand même. La plus grande ville de ma circo. Hein, un centre social existait. Il existe toujours. Mais il y a un bébé centre social qui est né il y a bientôt 2 ans. On l'a inauguré, ça fera 2 ans en septembre. Et donc, il y avait l'argent qu'il fallait, sauf il manquait un petit bout pour faire la cuisine. Alors, je disais, puisque nous n'avons plus notre enveloppe parlementaire, hein, comme vous le savez, donc le mécénat des entreprises, hein, ils sont là pour ça. Ils s'y retrouvent aussi. Hein. Mais bon, voilà. La cuisine avec un îlot central où tout le monde... Alors, il y a des ateliers parce qu'on a différentes personnes qui nous viennent des 4 coins du monde et c'est tant mieux. Et voilà, ils apprennent ensemble à faire la cuisine de l'autre personne qui est là. Enfin, et puis, la parole... les langues se délient en fait, et là avec évidemment le personnel qui est là du centre social, c'est un échange, c'est une super thérapie collective, mais en même temps les professionnels voilà, ils sont alors il y a aussi les ateliers couture, il y a les ateliers tout ce que vous voulez, mais vraiment l'atelier cuisine, là il se passe des choses magnifiques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et juste si je peux compléter en 2 secondes un point, mais parce que vous venez de m'y refaire penser. Pour ma part, je n'ai pas du tout fait toute ma carrière dans le social. Je l'ai faite dans d'autres domaines de la fonction publique auparavant. Et si je trouve qu'il y a un vrai point sur l'aide sociale à l'enfance, c'est le courage et l'engagement des professionnels. Et oui, ils sont fatigués. Et oui, c'est dur. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Mais ils sont d'un engagement professionnel extraordinaire. Et donc, on a une responsabilité commune pour le social, au sens large, qui est absolument majeure parce que c'est une chance inédite d'avoir des professionnels qui restent aussi engagés après des années de difficultés. Moi, je voulais quand même souligner qu'il existe dans la plupart des départements des équipes au sein de l'aide sociale à l'enfance qui ne font que de l'aller vers toute la journée, parce que c'est leur mode d'intervention, c'est la prévention spécialisée. Tout ce que vous venez de dire sur le fait d'aller à la rencontre des personnes là où elles vivent, en bas de leur immeuble, dans leur centre social, à la cafette avec les jeunes, etc. C'est le mode d'intervention historique, et encore aujourd'hui évidemment, des éducateurs de rue. On en parle très peu dans les débats sur l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils parlent assez mal, ils racontent assez mal ce qu'ils font probablement. Ils sont occupés à être en rue auprès des jeunes, aussi parce qu'ils sont identifiés comme étant, à tort d'ailleurs je pense, spécialisés sur un public plutôt de jeunes adolescents avec un premier pas dans la délinquance, etc. En réalité, c'est un outil qui a un potentiel beaucoup plus important que celui-là, et qui, par ses pratiques qui sont très orientées vers l'informel, l'aller vers, le fait d'être dans les lieux de vie des personnes, et de mettre d'abord la relation et la relation interpersonnelle, la relation de confiance comme fondement de tout travail éducatif, a un potentiel, à mon sens, de rénover très profondément le reste du travail social. Ce n'est jamais évoqué comme tel. Le terme prévention spécialisée n'est même pas mentionné dans le rapport du Haut Conseil au travail social. Cette politique ne fait l'objet d'aucun pilotage national. Il n'y a pas de référentiel de pratique sur la prévention spécialisée. Je trouve que c'est assez dommage. Et mon autre remarque, c'était que je pense que, oui, le soutien à la parentalité doit se faire hors les murs et à la rencontre des familles, mais je pense que ce qui fait que certaines familles sont hésitantes à solliciter les services de soutien à la parentalité, y compris la PMI,
c'est aussi les postures et les pratiques professionnelles qui sont jugées trop, au-delà de la peur de voir son enfant placé, hein, qui sont jugées encore trop descendantes, trop normatives. Et on a probablement besoin de repenser un petit peu l'offre de services, d'inventer peut-être des centres de PMI qui soient davantage à mi-chemin entre le centre de PMI et le centre social. En tout cas, nous c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir. On a mis en place des interventions dans l'espace public, à la Courneuve et au Lilas, où l'idée c'est vraiment, avec un sociologue, d'aller à la rencontre des habitants pour leur demander de quoi ils auraient besoin en matière de soutien à la parentalité. C'est une question qu'on ne leur pose jamais. On pense toujours avoir la réponse. Et il est quand même possible que les réponses nous surprennent. Et je pense que... Je pense que vous avez raison sur c'est qu'il faut qu'on... À mon avis, on arrive à séparer certaines fonctions. Les gens ont peur d'aller à la PMI. Déjà. Alors qu'on aurait effectivement une PMI prévention, une PMI agrément, IP, etc. Voilà, le problème, et c'est pareil sur la partie assistante sociale. Moi, j'ai vu plusieurs familles qui ne veulent pas aller les voir. Ils ont tellement peur d'être jugés et de perdre leur enfant. Enfin, ça devient un vrai enjeu. Et je pense que vous avez raison, à un moment, il va falloir quand même qu'on se pose la question d'avoir tout mis dans les mêmes paniers en disant « Oui, mais comme ça, l'assistant social, c'est lui qui connaît mieux la famille. » Ouais, mais du coup, comment on fait après pour continuer avec les parents ? Une fois que c'est le même assistant social qui a fait placer les enfants, comment on fait pour que le même assistant social continue à travailler avec les parents pour éventuellement ramener une sortie de placement. Et je pense qu'il y a un enjeu, vous avez raison, vous parlez sur les PMI, mais je pense que c'est plus largement sur l'ensemble de l'ASE. Je voulais intervenir, vas-y. Concernant la PMI, il y a eu des erreurs de commises par le passé. Quand j'ai fait mon petit tour de France pour le rapport PMI, Sauver la PMI, il y avait une même entrée. Alors évidemment, c'est un coût pour les départements, un coût de l'immobilier aussi, pour ne pas mettre la PMI dans un bâtiment et la protection de l'enfance dans l'autre. Bon, il y a des départements qui ont su faire. PMI ont rentré sur la phase du bâtiment et l'entrée de la protection sociale de l'enfance sur le côté du bâtiment. Mais j'ai vu des entrées communes et des salles d'attente communes. Comment voulez-vous que la personne qui vient et qui voit la PMI rassemblée rassemblée là en ce même lieu, et il y avait une porte qui allait sur la gauche qui avait marqué PMI et sur la droite ASE, enfin protection de l'enfance, il y avait marqué ASE. Voilà, donc, mais quand même. Et on sait très bien que dans les salles d'attente des PMI, je ne parle pas de celles de la protection de l'enfance, mais il doivent se passer de merveilleuses choses aussi, c'est qu'on profite de ces moments d'attente là pour que les professionnels rentrent, premier contact ou pas, avec les parents et les enfants quand ils sont là. Il se passe de belles choses dans des salles d'attente. Donc, il y a eu des erreurs de commises à ne pas commettre. Et effectivement, au gré des décennies depuis la décentralisation concernant la PMI, on a chargé le mulet ou la mule de la PMI et on a mis le aller vers. Mais le aller vers, c'est très bien. Il faut en avoir la capacité en ressources humaines. On leur demande de faire de la vaccination, enfin des rappels. On leur demande de faire le bilan en santé d'école maternelle. Là, ils le font à plus de 80%, voire 90% maintenant. Voilà, mais on ne peut pas tout leur demander. La parentalité, ensuite, ils travaillent en coordination avec la protection de l'enfance, soit, mais il faut que ce soit de façon discrète pour pas éveiller chez les parents des soupçons de si je vais à la PMI, de toute façon c'est comme si l'assistante sociale venait. Voilà, c'est tout ça. C'est vrai que la société avec un grand S évoluant, il faut tenir compte aussi des craintes de nos concitoyens qui sont un jour ou l'autre amenés vers ces politiques publiques-là. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'il ne faut pas s'étonner
de voir si peu de parents amener leur enfant en PMI. La PMI, normalement, doit être universelle. On sait très bien que c'est une universalité proportionnée, puisque les PMI, c'est les familles, on va dire, qui en ont le plus besoin. Mais voilà, il faut que quand même les mamans qui ont accouché, qui ont besoin d'un soutien, les parents à la parentalité aussi, il ne faut pas oublier l'autre parent, voilà, et accès, et de quelques couches sociales qu'il soit. Donc, faire, voilà, décharger de certaines activités la PMI, je ne serais pas contre, mais il faut savoir lesquelles. Hein, c'est important. Je vous laisse la parole. Moi, je voudrais juste partager deux rapports. Parce que vous pouvez nous garder jusqu'à 22h. On aura des choses à vous dire jusqu'à 22h sans aucun problème. Et je pense qu'on le fera avec énergie jusqu'au bout. Mais voilà, ça ne va pas être le cas. Simplement, le prix de thèse de l'ONPE cette année a été décerné à Camille Donner-Toati, qui a fait un travail remarquable sur les facteurs de risque et de protection au cours du placement. Étude du devenir à l'âge adulte des enfants placés. Je vous recommande la lecture de cette thèse qui est extrêmement éclairante sur la situation des enfants placés et qui nous donne des tas d'indications sur ce qu'il ne faudrait pas faire. Et un deuxième travail qui est un travail qui a été financé là aussi par l'ONPE, Caroline Siffrin-Blanc et Carmen Lavallée, quelle protection pour les enfants en placement longue durée, approche comparée France-Québec, et qui nous donne aussi des clés sur quel type de protection on peut mettre en place. Le Québec a mis en place depuis longtemps la banque mixte, une adoption beaucoup plus rapide, etc. C'est vrai que nous, on n'en est pas là, mais avec la CESEC, il y a quand même des choses auxquelles on réfléchit sur les projets au long cours pour des enfants qui ont besoin d'une protection qu'ils ne retrouveront jamais avec leurs parents de naissance. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est vraiment des travaux qui nous aident à réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de différent pour la protection de l'enfance. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai noté ce que vous nous proposez. Ça me paraît intéressant. Pour vous rassurer, on veut avancer les choses, mais on ne va pas y aller de quoi mettre en difficulté le département. Mais je pense qu'il faut qu'on enclenche certaines décisions, même si on y va progressivement par des paliers sur X années, c'est-à-dire 7, 8 ou 10 ans. Mais à un moment, si on n'y va pas, que ce soit sur les taux d'encadrement, que ce soit sur d'autres systèmes, il faut qu'on amorce la pompe parce que on ne peut pas continuer toujours en curatif et pas un peu plus sur le préventif, même si je suis bien d'accord avec vous. Il y a des situations, on aura beau faire tout le préventif qu'on veut, ça restera déplacement. D'ailleurs, à l'époque, il y a 2 ans, j'avais dit qu'il fallait qu'on évalue les compétences et capacités parentales. On m'a dit surtout pas évaluer les compétences et les capacités parentales. Parce qu'on m'a dit non, mais ça va être stigmatisant. Sauf que je pense que quand on a des capacités parentales, on va pouvoir faire quelque chose. Voilà, il y a des fois, les compétences, si on ne les a pas, ça peut être plus compliqué. Ce qui permet effectivement de sortir peut-être plus vite sur les CSEC ou un autre type. Et à contrario, d'avoir un autre travail avec les parents qui ont, ce que vous disiez tout à l'heure un petit peu, des savoirs, comment on disait, des savoir-être ou des capacités qu'il faut qu'on, au lieu de regarder ce qui ne va pas, plutôt voir ce sur quoi ils sont compétents et le développer, en fait. Et c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je comprends que vous soyez frustrés. En tout cas, nous, c'était très intéressant parce que c'était très concret. Vous nous avez fait proposer des choses, remonter des choses et valider certaines choses qu'on a en tête. Si jamais, en sortant, vous vous dites « mince, j'aurais vraiment voulu parler de ça, j'ai pas fait », bien entendu, vous pouvez toujours nous envoyer une contribution écrite. On la prendra en cours. Et on reste de toute façon à votre écoute si vous voyez vraiment quelque chose à améliorer. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à tous les professionnels. Je tiens, effectivement, vous l'avez dit, mais voilà, on a besoin de nos professionnels et c'est pour ça que leur donne une perspective, même si elle a 10 ans, je pense que c'est mieux que pas de perspective. Merci à vous tous. Merci pour votre engagement.